Depuis l'an 1774, Louis XVI dirige la France avec une monarchie absolue de droit divin. Vers la fin des années 1780, le royaume de France est en pleine crise et la population se plaint de plus en plus, entraînant des plus gros bouleversements, si ce n'est le plus gros de l'histoire française, la Révolution. Bonjour à tous, c'est Overstory et aujourd'hui nous aborderons le premier chapitre en première en histoire portant sur la Révolution française et l'Empire, une nouvelle conception de la nation reposant sur la citoyenneté de 1789 à 1799. Dans un premier temps, je vais parler de l'Ancien Régime et de la Révolution en 1789, puis des instabilités politiques au sein de la Première République française. Je vous souhaite tout d'abord un très bon visionnage. Le royaume de France, toujours dirigé par Louis XVI depuis 1774, qui exerce un pouvoir de monarchie absolue de droit divin sur le pays, connaît une crise économique marquée par des pénuries alimentaires engendrées par de mauvaises récoltes, qui se traduit par une forte hausse des prix des céréales par exemple. De plus, on souligne une crise sociale liée aux profondes inégalités au sein de la société du pays, des tensions entre une bourgeoisie séduite par l'idée des Lumières et une noblesse cramponnée sur les privilèges qui ne cessent de s'accroître. Enfin, on a aussi une crise politique et financière. Face à l'important déficit de l'État, le gouvernement du roi tente de mettre un impôt payé par les trois pouvoirs, même le clergé et la noblesse. Mais la noblesse s'y oppose et profite de l'occasion pour s'attaquer au pouvoir absolu de Louis XVI. Ce déficit peut s'expliquer par l'intervention française lors de la Révolution américaine, que vous avez vu en fin d'année de seconde notamment, qui force le pays à s'endetter et à perdre beaucoup d'argent et de matériel pour gagner la guerre d'indépendance contre les Britanniques. On peut aussi citer l'influence capitale des philosophes du XVIIIe siècle qui mènent le peuple à la liberté contre la tyrannie. Louis XVI cède et convoque les trois états généraux pour le mois de mai 1789. Mais qui sont les trois états généraux, me direz-vous? Ils représentent l'assemblée exceptionnelle convoquée par le roi de France durant l'Ancien Régime lors des crises politiques. Cette assemblée est formée par trois ordres, la noblesse, le clergé et enfin le tiers-état. On estimait que la noblesse représentait 2% de la population française, le clergé 1% et 97% pour le tiers-état. Vous me direz alors, vu que le tiers-état sont en supériorité numérique écrasante, ils étaient forcément plus puissants que la noblesse et le clergé, non? Eh bien pas du tout, car les votes se réalisaient par ordre. Je m'explique. Le roi propose un projet de loi aux états généraux sur la mise en place d'un impôt sur le peuple français par exemple. Chaque camp se met d'accord pour voter en faveur ou non de ce projet, et la plupart du temps, ces lois étaient en défaveur du tiers-état et au profit de la noblesse et du clergé. La noblesse et le clergé vont alors voter contre et le tiers-état vont voter pour. Par conséquent, ça fait 2-1, donc le clergé et la noblesse l'emportent. Voilà, maintenant vous comprenez pourquoi ce système n'était absolument pas réparti entre toute la population. On parle de 3% de la population qui gagne contre 97%, donc c'est absolument pas logique. Précisément, on comptait une assemblée de 1296 députés, dont 331 du clergé, 311 de la noblesse et 654 du tiers-état. Et comme vous le voyez sur le tableau ci-dessus, la victoire était assurée pour la noblesse et le clergé s'ils se mettaient ensemble, ce qui arrivait très souvent. Dans un second temps, la Révolution française finit par éclater au début d'été 1789. À la suite de la convocation des états généraux, l'Ancien Régime s'écroule en quelques semaines seulement. C'est ainsi que le serment du jeu de paume a lieu le 20 juin 1789. Les députés du tiers-état, rejoints par les députés de la noblesse et du clergé contre le nouvel impôt, jurent de ne pas se séparer avant d'avoir rédigé une nouvelle constitution de la France. Cette révolution politique met fin à l'absolutisme, la souveraineté nationale, donc du pays, remplace la souveraineté du roi. Le 14 juillet 1789, qui est d'ailleurs notre fête nationale aujourd'hui, c'est la prise de la Bastille qui a eu lieu et la violence se présente partout dans le pays, mais surtout à Paris, où les habitants sont armés peu importe leur rang ou leur profession, et ils s'attaquent à la prison de la Bastille, symbole de l'absolutisme royal. La révolution populaire fait donc reculer le roi. Ensuite, pour mettre fin aux révoltes ayant éclaté dans les campagnes à partir du 15 juillet, c'est la grande peur, les députés de la nouvelle Assemblée nationale constituante décident d'abolir les privilèges et les droits féodaux durant la nuit du 4 août. Et même encore juste après, le 26 août, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que vous connaissez tous, est adoptée, fixant les grands principes de la modernité politique. Cette révolution laisse entendre une fondation de la société sur de nouveaux principes comme l'égalité devant la loi, le respect des libertés individuelles, les droits de l'homme qui mettent en avant la souveraineté de la nation, et même le droit à la propriété. L'Assemblée nationale décide finalement d'établir une monarchie constitutionnelle qui garantirait les principes de 1789. La fête de fédération du 14 juillet 1790 met en avant une union entre Louis XVI et son peuple, mais ce dernier décide de s'enfuir à la famille royale à Varennes le 21 juin 1791, mais il se fait reconnaître et rattraper, scellant le divorce entre Louis XVI et son peuple, surtout à la monarchie française. Le peuple parisien n'a absolument plus confiance en Louis XVI, d'autant plus que le pays est menacé par des puissances étrangères qui craignent une expansion de la Révolution en dehors de la France. Le 10 août 1792, une foule de sans-culottes
sans-culottes vient s'emparer du roi aux Tuileries. Les sans-culottes sont des gens qui se caractérisent par leur statut de travailleurs plutôt pauvres et également en faveur de la défense de la patrie. Ce nom provient du pantalon rayé qu'ils portent et qui s'oppose à la culotte portée par les nobles. Finalement, l'Assemblée décide d'emprisonner le roi. C'est la fin de la monarchie et le début de la République jacobine. Les jacobins sont des révolutionnaires souhaitant créer une république démocratique, sociale et centralisée. Voici un schéma de la Constitution de 1791. Cela ne vous dit pas quelque chose, mais si vous vous en souvenez en seconde, le système anglais qui ressemble énormément à celui que vous voyez actuellement. C'est alors le début de la première république. Petit rappel, on en est à la 5e aujourd'hui pour vous en rendre compte. Avec les conflits extérieurs comme la guerre contre l'Autriche en avril 1792 et l'exécution de Louis XVI en janvier 1793, cela pousse les monarchies européennes à attaquer la République. Et également les conflits intérieurs comme les révoltes fédéralistes et la guerre civile de Vendée en mars 1793 se font entendre. Ainsi, la République se dote d'un gouvernement de salut public en juin 1793. Les révoltes fédéralistes, pour info, éclatent en 1793 après la défaite politique des Girondins. C'était ceux qui étaient désireux de mettre en place une république fédérale dans laquelle les départements auraient plus de pouvoir face au gouvernement de Robespierre qui, eux, au contraire, étaient partisans d'un état centralisé à Paris. Ces conflits rassemblent aussi bien les fédéralistes que les royalistes et opposants à la nouvelle république, étant mécontents de la situation économique du pays. Et la guerre civile de Vendée est donc une guerre civile qui éclate à l'ouest de la France à la suite de l'annonce d'envoyer 300 000 hommes défendre le pays à partir de 1793 face aux menaces extérieures. Le peuple n'est pas alors satisfait et prennent les armes contre la République en mars 1793. C'est officiellement le début de la période de la terreur. Ce gouvernement est dirigé par Robespierre et d'après lui, le seul moyen de sauver la révolution est d'éliminer tous ses opposants. La constitution et les libertés fondamentales sont suspendues, de nombreux suspects entre guillemets sont exécutés, mais en réalité la situation faisait que si un citoyen venait, pour une raison ou une autre, accuser son voisin pour une raison qui n'avait pas de preuve, ce dernier était quand même envoyé en prison ou alors exécuté par le gouvernement même s'il était innocent ou qu'il n'y avait aucune preuve, comme je dis précédemment. En ennemi principal de Robespierre, on peut citer Danton, qui s'opposera fermement à ses idées. Cette période se terminera le 27 juillet 1794 lorsque Robespierre et ses alliés seront exécutés. A partir de 1795, la République devient plus calme avec une mise en place d'une nouvelle constitution, une nouvelle fois, donnant naissance au directoire. Ce régime politique se présente sous la séparation du pouvoir exécutif, détenu par 5 directeurs, et du pouvoir législatif, composé de 2 assemblées, le Conseil des 500 et le Conseil des Anciens. Cependant, ce directoire doit faire face à de nombreuses menaces révolutionnaires, comme la tentative du coup d'État en 1796, et des contre-révolutionnaires comme la Terreur blanche, qui est une expression désignant les violences commises en 1795, commises par ceux ayant déclenché des guerres civiles et ayant soutenu en quelque sorte la terreur. Plus tard, en 1799, précisément le 9 et 10 novembre, Napoléon Bonaparte réalise un coup d'État mettant fin au directoire, ce qui clôt la période révolutionnaire pour mettre en place, vous le savez très bien, l'Empire français. Mais revenons un petit peu plus tôt. La relation entre la religion et l'État a été radicalement remise en question au cours de la Révolution française. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclame la liberté religieuse au sein d'un royaume entre guillemets chrétien. Afin de briser ce contrôle de l'Église sur l'État mais aussi pour répondre aux problèmes financiers, une constitution civile du clergé a été adoptée en 1790. Désormais, le prêtre devient fonctionnaire payé par l'État et doit prêter serment de loyauté envers la Constitution. Mais de nombreux prêtres refusent de prêter serment. Ce sont les réfractaires au moment où la confiance du peuple en son roi ne cesse de se réduire. La religion catholique est alors de plus en plus considérée comme l'ennemi de la Révolution. Une vague de déchristianisation a affecté la France de la mort du roi en 1793, la religion étant assimilée à l'ordre ancien et à la soumission du peuple. La question religieuse est ainsi au cœur de la guerre civile qui éclate en Vendée au même moment. De son côté, le Vatican, par la voix du pape Pie VI, se montre hostile à la révolution dans sa globalité. À partir de 1792, les révolutionnaires entendent diffuser leur nouveau modèle politique, la République, et les principes de la Révolution dans toute l'Europe. C'est l'émergence de l'idée de la grande nation. La France entre ainsi en guerre le 20 avril 1792 contre l'Autriche. Cette expression de grande nation date de la Première République, reprise par Napoléon pour décrire la nouvelle nation française après ses victoires militaires. Elle désigne ainsi la France de la Révolution, une nation de citoyens soldats animés par la volonté de défendre et de disséminer les principes révolutionnaires. Néanmoins, les défaites militaires se succèdent et ce n'est qu'en septembre 1792 que l'invasion du territoire par les puissances coalisées est stoppée par la bataille de Valmy. L'année 1793 est marquée par une alternance de victoires et de défaites, ce qui pousse le gouvernement de la terreur à prendre des mesures drastiques mais efficaces, comme la réforme de l'armée, etc. C'est finalement à partir de 1794 que la Révolution parvient à s'étendre en Europe par l'incorporation de territoires et la création de républiques sur le modèle français. La nouvelle nation française exporte ainsi ses institutions, ses valeurs, avec de la résistance. Alors on va alors passer aux dates clés, donc les dates les plus importantes de ce chapitre à retenir. Donc depuis 1774, c'est le règne de Louis XVI. Depuis mai 1789, c'est la convocation des États généraux par le roi. Le 20 juin 1789, c'est le serment du jeu de paume. Le 14 juillet 1789, c'est la prise de la Bastille. Le 15 juillet 1789, c'est la diffusion de la Révolution dans les campagnes.
La nuit du 4 août 1789, c'est l'abolition des droits féodaux et de divers privilèges. Voilà, je vous laisse prendre une photo. Le 26 août 1789, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le 14 juillet 1790, c'est la fête de la Fédération. Le 12 juillet 1790, c'est la constitution civile du clergé. Le 21 juin 1791, c'est la fuite du roi à Varennes où il se fait finalement rattraper, vous vous souvenez? Le 10 août 1792, une foule de sans-culottes vient s'emparer du roi aux Tuileries. Le 20 avril 1792, c'est la guerre contre l'Autriche. Voilà, je vous laisse prendre une photo. Le 20 septembre 1792, c'est la bataille de Valmy. Ensuite, le 21 janvier 1793, c'est l'exécution de Louis XVI. En mars 1793, c'est la guerre civile de Vendée. En juin 1793, c'est le gouvernement du salut public. Le 5 septembre 1793, c'est le début de la terreur. Le 27 juillet 1794, c'est la fin de la terreur avec l'exécution de Robespierre et ses alliés. En 1784, c'est la mise en place du Directoire. Et enfin, du 9 au 10 novembre 1799, c'est le coup d'état de Napoléon Bonaparte. Et voilà, on en a fini avec les dates, je vous laisse prendre la dernière photo. Avec l'arrivée de la période révolutionnaire en 1789, la France met fin à la monarchie absolue de droit divin maintenue jusqu'ici. Un nouvel ordre politique est alors mis en place pour défendre l'idée de souveraineté nationale et diffuser les principes révolutionnaires. Finalement, entre 1792 et 1799, le pays verra la mise en place de la République jacobine, de la Terreur, puis du Directoire. Enfin, avec l'arrivée de Napoléon Bonaparte au pouvoir, la révolution semble terminée. Mais je vous laisse vous faire votre propre idée. Comment cela va se terminer en Europe ? Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo portant sur le premier chapitre de Première. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve à très bientôt pour le chapitre 2 et toute la suite qui arrivera sur la chaîne très prochainement. C'était Overstory et sur ce, à bientôt pour de nouvelles histoires.